Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi matin, une pause, mais pas la paix. 13 jours de frappes américaines contre l'Iran se sont en effet arrêtés vendredi dernier. L'Iran, de son côté, a suspendu ses propres opérations, mais en effet miroir, le Brent recule de plus de 5% ce matin et pourtant ce répit ne tient qu'à deux fils. L'épuisement des stocks de munitions américains et un calendrier électoral qui rattrape Donald Trump à 100 jours des midterms. C'est pendant que Washington négocie sa pause avec Téhéran, la guerre, elle, ne s'arrête nulle part ailleurs. En mer Caspienne, l'Ukraine a frappé un navire iranien samedi dernier, une frappe qui vise moins l'Iran que ses livraisons d'armes à la Russie. En Cisjordanie, 6 morts et 2 mosquées incendiées ont ouvert un 5e front, avec en toile de fond une esplanade à Jérusalem que plusieurs capitales du Golfe surveillent comme une ligne rouge absolue. En Ukraine, 136 drones russes se sont abattus dans la nuit de vendredi à samedi pendant qu'une proposition de cessez-le-feu aérien atterrissait, elle, sur le bureau de Donald Trump. Au Congrès américain, les démocrates viennent de refuser pour la première fois depuis un siècle de financer une guerre en cours. Et en Asie, et c'est une information primordiale, la Corée du Sud a discrètement abandonné une ligne rouge diplomatique vieille de décennies face à Pyongyang. 6 fronts, un seul point commun, partout la même prudence calculée, personne ne choisit plus l'affrontement direct et assumé, chacun préfère l'action indirecte, réversible, différée. Une pause, vous le savez, n'est pas un accord, un silence, vous le savez d'autant plus, n'est pas une paix. Nous allons les décrypter un par un, ensemble, dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Un navire marchand iranien frappé en mer Caspienne samedi dernier. Un mort, un blessé. À première vue, un incident isolé loin des théâtres habituels du conflit. En réalité, c'est la conséquence logique d'un calcul stratégique ukrainien vieux de plusieurs années. Mais reprenons dans l'ordre. Samedi 25 juillet, une explosion frappe le navire. Téhéran parle d'une attaque hostile et criminelle et convoque le chargé d'affaires ukrainien. Kiev, de son côté, ne dément pas. Zelensky revendique même sur X des frappes visant des navires liés à des livraisons militaires vers l'Iran et un navire de guerre. Pourquoi l'Iran précisément ? Eh bien, depuis 2022, l'Iran fournit à la Russie les drones Shahed que Moscou a adaptés et lance par milliers sur les villes ukrainiennes. Pour Kiev, l'Iran n'est donc pas un pays tiers dans cette guerre, c'est un fournisseur d'armes de l'ennemi. La logique militaire ukrainienne s'est donc élargie en conséquence. Elle ne frappe plus seulement les navires battant pavillon russe, mais l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement qui arme la Russie ou qu'elle navigue. C'est cette même doctrine qui explique les plus de 150 attaques de pétroliers menées par Kiev en mer Noire et en mer d'Azov ce mois-ci, selon Eli Macroft de RBC Capital Markets. Cette campagne a déjà fait une victime collatérale sans lien avec le conflit, le Kazakhstan. En effet, le pays extrait son pétrole dans l'ouest, autour du gisement géant de Tengiz, mais n'a pas d'accès direct à la mer ouverte. Il dépend du consortium de l'oléoduc Caspien, le CPC, un pipeline qui traverse le territoire russe jusqu'au terminal de Vonorossivsky sur la mer Noire. Et c'est là que le brut kazakh est chargé sur des pétroliers et exporté vers l'Europe et l'Asie, principalement vers l'Italie, les Pays-Bas et la Chine, ses plus gros clients. En frappant les pétroliers qui transitent par ce terminal russe, Kiev ne vise pas le Kazakhstan, elle vise l'infrastructure russe qui les charge. Mais le résultat est le même pour Astana. Le consortium a suspendu ses chargements, perturbant environ 80% des exportations pétrolières du Kazakhstan, un pays qui n'a strictement aucune implication dans la guerre russo-ukrainienne, mais qui se retrouve otage de sa dépendance géographique au territoire russe. Les frappes de samedi dernier contre le navire iranien appliquent la même doctrine, mais un cran plus loin. Frapper les fournisseurs, pas seulement le belligérant. Conséquence, des pays sans lien direct avec la guerre, le Kazakhstan ce week-end, l'Iran aujourd'hui sur son flanc caspien, deviennent des dommages collatéraux d'une guerre économique qui ne connaît plus de frontières géographiques nettes. Mais cette logique de Kiev n'est pas la seule à l'œuvre cette semaine. Sur un tout autre axe, celui d'Ormuz et de la mer Rouge, c'est l'inverse qui se joue. Ce n'est plus un belligérant qui élargit sa cible aux fournisseurs de l'adversaire, c'est l'Iran qui active ses propres alliés au moment précis où Washington, lui, marque une pause. 13 jours de frappes américaines du 11 au 23 juillet sans interruption. Puis,
le 24, un choix précis. Trump reçoit un rapport militaire proposant de nouvelles frappes et refuse de l'approuver. Ce lundi, les marchés ont enfin réagi. Le Brent chute de plus de 5% à 91,80 $. Le baril de son homologue américain, le WTI, recule lui à 84,47 $, soit leur premier vrai repli après 2 semaines de hausse continue. Mais intéressons-nous à la chronologie. Le 24 juillet, Trump ordonne la suspension des opérations. Nous privilégions toujours un règlement par l'accord, a-t-il dit. Mike Waltz, ambassadeur américain à l'ONU, précise dimanche sur CBS que cette pause vient à donner un peu de répit à la diplomatie tout en prévenant que des renforts militaires seraient redéployés dans la région en cas d'échec des négociations. 2 raisons jusqu'ici sous-estimées expliquent ce choix. D'abord, une raison opérationnelle. La campagne américaine avait largement épuisé sa liste de cibles initiales en plus de consommer des quantités importantes de munitions et d'intercepteurs, confirmant ainsi l'inquiétude déjà documentée sur les stocks de Patriot et PAC-3 MSI. Ensuite, une raison électorale, assumée cette fois-ci. Les midterms ne sont plus qu'à 100 jours et le prix moyen de l'essence aux États-Unis dépasse désormais 4 $ le gallon. Côté iranien, Baghai confirme des discussions constructives avec la délégation omaнаise vendredi et samedi dernier, mais un responsable iranien sous couvert d'anonymat résume la logique réelle à Reuters. Une riposte attaque pour attaque, soit l'Iran n'interrompt ses opérations que tant que les États-Unis interrompent les leurs. Une pause en miroir, mais surtout pas un accord. Sur les marchés, cette chute reste fragile. Elle traduit une vague de prise de bénéfices après des semaines d'achats continus, mais toute pression baissière durable exigera une vraie reprise du trafic de pétroliers, pas seulement l'annonce d'une pause. Et tant qu'aucun accord de long terme n'est signé, les transporteurs restent exposés aux mêmes risques opérationnels qui ont fait flamber les taux de fret ces 2 dernières semaines. Les chiffres d'ailleurs de Kepler le confirment, moins de 10 navires par jour à Hormuz, 11 à Bab el-Mandeb dimanche dernier. Hier, le trafic, lui, n'a donc pas encore suivi les prix. Le conflit continue par ailleurs de s'étendre en mer Rouge où les Houthis répliquent aux frappes saoudiennes sur les sites d'Aramco de Gizan et Yanbu. Le fond du problème, c'est celui-ci, le baril recule, mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire à cause de l'épuisement des stocks et du calendrier électoral américain, et non pas à cause ou grâce à une désescalade négociée. La prochaine phase se jouera dans la volatilité. Chaque nouvelle de Washington ou de Téhéran pourra inverser ce mouvement du jour au lendemain. Hormuz n'est pourtant pas le seul théâtre où Washington doit gérer une pause fragile. À quelques centaines de kilomètres de là, un autre feu couvre. Celui-là, personne ne le regarde vraiment. 4 morts palestiniens, 2 morts israéliens près du village de Tal vendredi dernier. 2 mosquées incendiées depuis. Un 5e front s'ouvre pendant que tous les regards restent fixés sur Hormuz. Intéressons-nous aux faits. Vendredi dernier, un groupe de colons israéliens, certains armés, s'approche du village de Tal au sud-ouest de Naplouse. Les habitants sortent affronter les colons. Une vidéo d'ailleurs montre un Palestinien s'emparant de l'arme de l'un d'eux. Bilan, 4 Palestiniens et 2 soldats israéliens tués, dont un coordinateur de sécurité de colonie. L'armée confirme d'ailleurs des tirs des 2 côtés. Les Palestiniens accusent les colons d'avoir provoqué l'affrontement. Et depuis, la riposte s'étend à plusieurs villages. Aksra, une mosquée tout juste achevée, déjà meublée de canapés prête à accueillir les fidèles, précise d'ailleurs le chef du conseil local à Reuters, est incendiée et taguée de vengeance juive et du nom d'un Israélien tué à Tal. À Kour, une 2e mosquée brûle. Netanyahou promet des mesures énergétiques. Des centaines de gardes-frontières lancent une opération antiterroriste. Et analysons les bilans, 2 bilans distincts. En Cisjordanie d'abord, depuis le 7 octobre 2023, 1114 Palestiniens tués selon l'ONU, majoritairement par l'armée israélienne et 41 Israéliens en retour. 2e bilan, celui de Gaza, puisque à Gaza, depuis le cessez-le-feu de octobre, plus de 1190 Palestiniens ont été tués malgré la trêve. Israël y contrôle 64% du territoire avec un objectif à 70% pendant que 2 millions d'habitants survivent sous détente. Sur Gaza, un développement concret vient pour autant de tomber. Le cabinet de sécurité de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, je vous le rappelle, a approuvé hier, l'entrée d'une force internationale de stabilisation, soit à peu près 200 membres venus d'Ouganda
et du Maroc déployés hors des zones sous contrôle israélien, chaque contingent nécessitant l'aval individuel de Tsahal. Tsahal, vous le savez, c'est l'armée israélienne. Date de déploiement pourtant inconnue. C'est la première application concrète du plan de paix de Trump depuis octobre, un plan resté lettre morte, le Hamas refusant de désarmer. Benjamin Netanyahou doit en discuter directement avec Trump demain à Washington. Mais l'élément le plus explosif reste l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des sources évoquent un projet israélo-américain pour la requalifier en centre multiconfessionnel, rupture d'un statu quo vieux de décennies. Ben Gvir, qui prit ouvertement en violation de cet accord, a proclamé, je le cite, « Le monde du temple est à nous ». Le Waqf islamique prévient que toucher au statu quo provient à ouvrir la boîte de Pandore. Or, un précédent existe. En 2000, rappelez-vous, une visite de Sharon sur ce site avait déclenché la seconde intifada qui avait fait plus de 4000 morts en 5 ans. La Jordanie, l'Égypte et le Golfe, les mêmes qui ont supplié Trump de reporter sa frappe sur l'Iran, traitent Al-Aqsa comme une ligne rouge. Une remise en cause du statu quo leur ôterait toute raison de continuer à médiatiser pour Washington. Et quel est le fond du problème ? Eh bien, c'est celui-ci. Désormais, il y a 5 fronts actifs. Hormuz, Mer Rouge, Mer Caspienne, Cisjordanie, Al-Aqsa en toile de fond et une seule tentative concrète de désescalade encore incertaine qui se jouera demain dans le bureau ovale. Le bureau ovale, justement, ne recevra pas que Benjamin Netanyahou cette semaine, puisque le même jour, un autre dirigeant en guerre y attend Trump sur un tout autre continent. Demain, mardi 28 juillet 2026, Donald Trump reçoit Zelensky à Washington. Et pour la première fois depuis des mois, une proposition concrète est sur la table avant même leur rencontre, un cessez-le-feu aérien. Voici ce que l'on sait. Des responsables ukrainiens et américains ont discuté d'une proposition de cessez-le-feu aérien visant la Russie, selon Reuters, qui cite une source ukrainienne. Côté Kremlin, la réponse reste évasive. Le porte-parole, Dmitry Peskov, botte en touche, je le cite, « Nous ignorons la crédibilité de ces informations, il est prématuré de les commenter ». Il ajoute que la suite dépendra de leur adéquation avec leurs intérêts, une manière de garder la main sans s'engager. Et pendant ces tractations, eh bien, la guerre, elle, ne ralentit pas. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a tiré 7 missiles balistiques et 136 drones sur l'Ukraine. À Tchernihiv, un supermarché est frappé, 2 morts, dont un enfant de 9 ans et 25 blessés. À Kharkiv, une attaque de drone en plein jour fait 1 mort et 16 blessés. À Zaporijjia, une bombe planante tue 1 personne et en blesse 6. Le week-end confirme aussi la mort de 9 marins du Golden Leo, un cargo bombardé le 19 juillet dernier au large d'Odessa alors qu'il transportait du maïs. La Russie affirme avoir visé un terminal à usage militaire. Le conflit déborde désormais sur un pays de l'OTAN. La Roumanie a abattu 3 drones en 3 jours au-dessus de la mer Noire, le premier confirmé comme un modèle Shahed russe par une enquête présidentielle. Bucarest a convoqué l'ambassadeur russe pour dénoncer des violations répétées de son espace aérien. Le soutien occidental, lui, se maintient et s'intensifie. Le Royaume-Uni a versé 25 milliards de livres à l'Ukraine depuis 2022, dont 16 milliards d'aides militaires. Volodymyr Zelensky doit rencontrer ce lundi, aujourd'hui, le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères Andy Burnham sur une base navale pour discuter notamment de Stonecloak, un système de brouillage électronique déjà éprouvé sur le front dont Londres a partagé la propriété intellectuelle avec Kiev. Quel est le fond du problème ? Eh bien, regardez, une proposition de cessez-le-feu aérien, un Kremlin qui de son côté temporise, une base de l'OTAN visée par des drones russes 3 nuits de suite. La désescalade se négocie au sommet pendant que sur le terrain, la guerre continue de s'embraser sans attendre le résultat des discussions. Ces négociations au sommet ont pourtant tout un point commun, elles coûtent de l'argent. Et sur ce point précis, un front vient de s'ouvrir à Washington et même au Congrès. 70 milliards de dollars, c'est ce que Donald Trump réclame au Congrès pour financer la guerre contre l'Iran. Réponse des démocrates, non. Un mot sans précédent depuis au moins un siècle. Et voici ce qui se joue. Pour la première fois dans l'histoire moderne américaine, un parti rejette en bloc le financement d'une guerre en cours, et ce dès son déclenchement. Les démocrates
refuse d'augmenter les crédits, vote en masse pour exiger un retrait des troupes et rejette même une mesure budgétaire plus large du Pentagone, incluant pourtant une hausse de solde des soldats sans rapport direct avec l'Iran. La réaction républicaine, vous vous en doutez, a été immédiate. Le président de la Chambre, Mike Johnson, qualifie ce refus, je le cite, de honteux, rappelant les inquiétudes déjà exprimées sur l'épuisement des stocks de munitions américains. Les raisons de ce basculement démocrate sont multiples. Scepticisme traditionnel sur les interventions étrangères, défiance accrue envers Israël, principal partenaire américain dans ce conflit, mais surtout une défiance ciblée envers Trump lui-même. Sa gestion du conflit, contestée jusque dans son propre camp, où le sénateur républicain Bill Cassidy évoque désormais la possibilité que le Congrès doive prochainement voter pour autoriser formellement cette guerre, je le cite, le président devra s'adresser au peuple américain et dire « voici les faits ». Mais pourquoi ça compte pour les marchés et pour les urnes ? Eh bien, cette bataille budgétaire n'est pas qu'une querelle de procédure. Elle signale que le soutien politique à la guerre s'effondre au moment précis où les stocks de munitions s'épuisent et où l'opinion publique, y compris républicaine, se retourne. Les élus démocrates parient ouvertement que cette guerre sera un facteur de division électorale en novembre, rejoignant directement l'équation déjà fragile de Trump, 37% d'opinion favorable, 5 sièges d'écart à la Chambre. Comment comprendre tout cela ? Eh bien, une guerre ne meurt pas seulement sur le terrain, elle peut aussi s'arrêter faute de budget voté, et c'est peut-être là, au Congrès, que se joue la prochaine étape de ce conflit à 100 jours des midterms et avec une essence qui dépasse toujours les $4 le gallon. Et pendant que Washington discute budget et midterms, un autre dossier nucléaire, lui, n'attend l'accord de personne, celui de la Corée du Nord. Manille, samedi 25 juillet 2026, le Forum régional de l'ASEAN appelle pour la énième année consécutive à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Un mantra diplomatique répété chaque été depuis des années, sans le moindre effet sur Pyongyang. Regardons les faits. Le communiqué final d'abord appelle à la pleine implication des résolutions de l'ONU. La Corée du Nord, elle, a inscrit son statut nucléaire dans sa constitution. En juin, Kim Yo-jong, sœur du dirigeant, a qualifié ce statut de ligne de non-recul absolument irréversible. Pyongyang boycotte le forum pour la 2e année de suite, resserrant en parallèle ses liens avec Moscou. Ce que la déclaration ne dit pas et qui compte davantage. Écoutez bien, c'est très important. Séoul vient de changer de doctrine. La Corée du Sud abandonne désormais la dénucléarisation comme condition préalable à toute négociation avec le Nord, une bascule vers une politique dite paix d'abord. Autrement dit, au même moment où l'ARF réaffirme un objectif inchangé depuis des années, l'acteur le plus directement concerné, Séoul, admet en creux que cet objectif est devenu inatteignable à court terme et choisit le dialogue plutôt que la précondition. Et pourquoi ça compte pour nos démocraties? Eh bien, ce glissement n'est pas qu'un ajustement diplomatique sud-coréen, c'est un précédent. Une démocratie alliée des États-Unis, sous la menace directe d'un voisin nucléarisé, choisit de normaliser cette réalité plutôt que de continuer à l'exiger comme préalable. Pour Washington et Tokyo, qui réaffirment de leur côté une posture défensive ferme, c'est un début de désalignement stratégique entre alliés, au moment précis où la Corée du Nord se rapproche encore davantage de la Russie. Et pour les opinions publiques sud-coréennes et japonaises, cela pose une question de fond que les gouvernements n'ont pas encore formulée ouvertement. Jusqu'où une démocratie doit-elle ajuster ses principes de sécurité collective pour privilégier une paix immédiate? Ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que le communiqué de Manille n'est pas la nouvelle. La vraie nouvelle, c'est que la ligne rouge d'hier, pas de dialogue sans dénucléarisation, vient d'être discrètement effacée par l'un des alliés les plus exposés de Washington. Regardons désormais, alors pourquoi je ne l'ai pas, ce qu'il s'est passé dans la semaine du 20 au 24 juillet 2026. Et les marchés financiers ont donc terminé la semaine dernière sur une note prudente, rythmée par les publications de résultats, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les interrogations sur la trajectoire des taux d'intérêt. Après un accès de nervosité provoqué par le franchissement des $100 le baril de Brent, les investisseurs ont retrouvé un peu de sérénité en fin de semaine sans pour autant dissiper les craintes inflationnistes.
Les actions européennes ont fait preuve de résilience. Le CAC 40 s'est adjugé 0,43%, tandis que le stock Europe 600 a progressé de 0,49% et le DAX de 1,11%, porté par les valeurs industrielles et énergétiques. À Wall Street, la correction a davantage touché le secteur, les valeurs technologiques. Le S&P 500 a cédé 0,12%, le Nasdaq 1,48%, alors que le Dow Jones est parvenu à préserver un gain hebdomadaire de 0,28%. En Asie, le Nikkei a avancé de 0,49% et le Hang Seng de 2,27%, profitant d'un regain d'appétit pour les marchés chinois. Sur les autres classes d'actifs, l'énergie est restée au cœur des tensions. Le Brent, après avoir dépassé les $100 en séance jeudi, a finalement reflué sous les $97, terminant néanmoins la semaine en nette hausse. L'or s'est apprécié d'environ 1%, confirmant son statut de valeur refuge face aux risques géopolitiques. Enfin, le dollar index a poursuivi son redressement, soutenu par la remontée des anticipations de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine, tandis que les rendements des obligations souveraines américaines demeurent proches de leur plus haut de l'année. Que regarderont désormais les investisseurs cette semaine ? Eh bien, à l'approche des vacances, les investisseurs resteront concentrés sur les résultats des géants de la tech et sur la réunion de la Réserve fédérale, deux rendez-vous susceptibles de redéfinir l'équilibre entre croissance, inflation et valorisation des actifs financiers. Le marché obligataire sera également surveillé de très près et c'est très certainement ce que nous dira Jean-Louis Cussac dans un instant dans son chronocast. À tout de suite sur TV Finance.